on est en baisse aujourd'hui. On a un Bitcoin à 26 800 $, moins 1,6%, un Ether à 1871 $, moins 1,82%, donc un marché global en baisse de 1,57%. Et je voulais faire un zoom, il y a cet article de Cointelegraph qui m'a rappelé l'existence de Google Trends, et c'est intéressant ce qu'ils ont fait, on va le recréer. Donc Google Trends, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil de Google qui vous permet de voir l'intérêt des gens pour certains mots-clés. Donc là, c'est sur le mot crypto, et on recherche sur plusieurs années. Et vous regardez en fait l'intérêt, enfin vous regardez comment ça augmente, comment les gens tapent sur Google plusieurs fois crypto par jour, etc. Et vous avez un graphe qui vous montre l'intérêt des gens pour la crypto. Et en fait, on peut quasiment superposer ce graphe au graphe du cours du Bitcoin. Vous prenez le cours du Bitcoin, et ben c'est vraiment similaire, on va le faire tout de suite. Regardez là, on est sur le cours du BTC sur les 5 dernières années. On a connu les pics ici en mai 2021, pic de recherche et aussi pic du Bitcoin à autour de 50 000 $. C'était voilà autour du mi-mai 2021, 48 000 $, 7 mai 2021. Et pareil, on a eu un nouveau pic autour de 56 000 $, enfin un peu plus. Vous voyez là, c'est en euros, pardon. Mais bon, les chiffres c'est similaire. Ce qui compte, c'est les pics. On a connu ce pic encore autour de novembre 2021. Pareil, on le revoit ici, novembre 2021. Et voilà, et c'est très intéressant de voir ça et de voir qu'actuellement on a un Bitcoin voilà, qui reste autour des 30 000 $ depuis un certain temps, et ça correspond en fait à ce désintérêt depuis plusieurs mois maintenant. On a de moins en moins de recherches autour des cryptos, on a de moins en moins de volume de trading. Regardez sur deux blocs, ils ont fait aussi le graphe et on peut voir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de volume de trading. On a un plus bas qui n'avait pas été atteint depuis 2020. Vraiment, ça se ressent partout. On est en plein bear, clairement pour moi, même si le cours des cryptos est à un niveau assez élevé, et assez élevé, c'est-à-dire par rapport au plus bas. On n'est pas au plus bas pour les principales crypto-monnaies. On n'est pas à 1000 $, ou 800 $ pour l'Ether de ces derniers 2 ans. Donc c'est quand même notable, et je pense que ça pourrait durer encore clairement un certain temps. Moi je vais continuer à faire mes vidéos hein, tant que je peux. Clairement il y a moins de vues aussi, mais voilà, je suis pas tout seul dans mon écosystème, il y a tout l'écosystème qui en baisse, et bravo à tous ceux qui continuent de s'intéresser aux cryptos, de continuer de construire des choses, qui continuent d'investir selon ce qu'ils peuvent se permettre dans les crypto-monnaies. Voilà, dites-vous que vraiment vous faites partie de ceux qui sont en train de résister, on va dire, et qui n'ont pas lâché. En parlant de lâcher, il y a malheureusement le piratage d'Atomic Wallet dont j'ai parlé hier. Il y a plusieurs personnes qui ont tout perdu, et là on a Atomic Wallet qui nous dit que, selon leurs estimations, je ne sais pas comment ils ont eu cette information, moins de 1% de leurs utilisateurs actifs sont impactés. On n'a pas plus d'infos. On sait toujours pas exactement comment le piratage a eu lieu, donc si vous avez de l'argent vraiment sur Atomic Wallet, c'est très très risqué de le garder sur Atomic Wallet. Surtout ne mettez pas à jour le wallet crypto Atomic Wallet, c'est vraiment chaud. Si j'étais dans ce type de wallet actuellement, ce que je ferais honnêtement, c'est j'aurais déjà le backup de ma seed, donc j'aurais restauré ma seed sur un autre wallet et j'aurais transféré les fonds sur un autre wallet qui n'est pas du tout rattaché à Atomic Wallet. Parce que même juste ouvrir quasiment l'application Atomic Wallet présente un risque, donc vraiment très 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 risqué, très très chaud ce qui est en train de se passer sur ce wallet. On va parler maintenant d'un cofondateur d'Ethereum qui vient de vendre 40 millions de $, enfin qui serait en train de vendre 40 millions de $ d'Ether. Je vais vous parler de Jeffrey Wilke. C'est qui Jeffrey Wilke? En fait, si on prend vraiment les cofondateurs d'Ethereum, il y en a 8 à peu près. Il y a cet article qui date de 2020 de Decrypt qui est très bien fait sur le sujet. Bien sûr, Vitalik, tout le monde le connaît. On a aussi Charles Hoskinson, on le connaît bien, qui a les fonds des Cardano. On a Gavin Wood, mais on a certains qui sont moins connus, tels que Jeffrey Wilke. Et Jeffrey Wilke, c'est pas rien quand même ce qu'il a fait. Il a créé en fait Get. Vous vous rappelez, Go Ethereum, c'est le logiciel qui est toujours le plus utilisé sur la blockchain Ethereum, sur l'execution layer. Donc c'est quelque chose qui est très largement utilisé. C'est grâce à lui qu'on a, et grâce à lui et grâce aussi à, bien sûr, c'était Gavin Wood, je pense, qui avait développé la version C++, c'est ça. Donc c'est grâce à lui aussi qu'on a 2 versions dès le départ d'Ether. Du client Ether, qui fait qu'on a cette robustesse aussi. S'il y a un bug dans Get, ben c'est pas grave, il y a d'autres clients qui existent, etc. Et ça continue comme ça dans la philosophie d'Ethereum, il y a plusieurs clients différents. Bref, ensuite il a quitté tout ça, il allait monter un studio de jeux vidéo, Grid Games.
D'ailleurs, il lève de l'argent. Généralement, il vend ses Ethers pour son studio de jeux vidéo, donc c'est pas parce qu'il a plus confiance ou autre. Je pense, que c'est juste parce que ça coûte de l'argent de développer des jeux vidéo. Vous voyez ici sa tête à Jeff. Et en fait, regardez, les dernières informations, c'est qu'il vient de transférer 41 millions de dollars d'Ether à Kraken. Donc en général, quand il fait ça, c'est pour vendre, c'est pas pour holder, parce que sur son adresse Ethereum principale, on a toujours 280 millions de dollars, avec 150 000 Ether qui restent encore sur le wallet. Donc s'il a transféré l'argent ici, c'est probablement pour vendre. C'est sûrement pas pour staker ou autre. Donc surtout, je pense que Kraken, ils ont enlevé une bonne partie du staking sur la plateforme. Donc voilà, une vente, on n'a pas plus d'informations ni de déclarations publiques de Jeff sur le sujet. En tout cas, on n'est pas sur une vente de tous les Ethers qu'il a. Je pense qu'il a toujours confiance dans l'Ether, mais que voilà, puis comme tous ceux qui ont besoin d'argent pour vivre, pour réaliser leurs projets, pour réaliser un certain nombre de choses, à un moment donné, on peut être amené à vendre les cryptos qu'on a. Je vais vous parler maintenant de Binance. Binance, avec deux articles de CoinDesk sur le sujet, il y en a un qui nous dit en fait qu'ils sont en train de préparer chez Binance un peu le remplacement de CZ. Il y a Richard Teng qui est un employé de Binance qui vient d'avoir un périmètre encore beaucoup plus élargi, qui provient d'ailleurs de l'univers des régulateurs à Singapour, à Abu Dhabi, et donc il est assez bien perçu, on va dire, par le régulateur. Il connaît un peu voilà, il est bien introduit, il connaît les techniques, et Binance a besoin actuellement d'être accepté par les régulateurs un peu partout. Et il y a tout un article qui dit voilà, que maintenant il est en charge un peu de tout ce qui se passe en dehors des États-Unis chez Binance. Bien sûr, il est toujours rattaché à CZ, mais il y a des informations contradictoires sur le site, comme quoi, enfin sur cet article, comme quoi il se pourrait qu'il soit le prochain successeur de CZ, même si lui il dit qu'il est trop tôt pour parler de cela. Et en parlant de Binance, un nouvel article sur le fait que Binance US, vous savez, la filiale de Binance, mais qui est censée être indépendante de Binance.com, et un nouvel article qui dit en fait que cette filiale de Binance n'était pas si indépendante que ça. Ça vient encore de Reuters, ils ont publié un certain nombre d'articles à charge, on va dire, sur Binance, mais là le sujet c'est qu'il y a un employé de Binance.com, on va dire, qui avait la main sur le compte bancaire utilisé par Binance US, qui montre vraiment que les deux sociétés sont liées et qu'il n'y a pas vraiment qu'il n'y a pas d'indépendance. De toute façon, on le savait, même si, CZ, de toute façon, ça restait le propriétaire de Binance US aussi, mais les deux étaient censés être complètement indépendants, sans lien de hiérarchie ou autre, avec Binance.com, et ça aussi, c'est des choses qui peuvent poser problème avec le régulateur américain, et Binance a beaucoup de problèmes avec le régulateur américain. On va faire un bilan sur les frais, d'Ether, les frais sur le réseau Ethereum qui sont en baisse après le mois de mai de folie avec tous les mêmes coins qui ont vraiment ça fait le buzz de partout. Les frais sont montés à un moment jusqu'à 21$, 22$ de moyenne pour réaliser par exemple une transaction sur le Ethereum. Donc c'était juste énorme, c'était pendant une période vraiment, c'était très très dur de faire passer des transactions sans se ruiner. Et là, ça a baissé, on parle beaucoup moins de meme coin en ce moment, et ça se ressent sur le réseau Ethereum. Et d'ailleurs, ça veut dire aussi qu'il y a moins d'Ethers qui sont brûlés. Plus les frais sont élevés, plus il y a des Ethers qui sont brûlés. Le Bitcoin, on peut faire un zoom aussi dessus. Les transactions, j'avais déjà fait une news, donc on va passer, mais disons qu'on a vraiment atteint aussi un record pour les transactions mensuelles sur le Bitcoin sur le mois de mai. Et pour finir, je voulais vous parler de cet article de Blockworks que j'ai trouvé très intéressant. Et honnêtement, je m'attendais pas. Est-ce que vous savez c'est quoi la la crypto-monnaie la plus tradée en Corée du Sud? Donc la première, c'est le Bitcoin, il n'y a pas de surprise. Mais la deuxième crypto-monnaie la plus tradée en Corée du Sud, c'est le XRP. C'est énorme, le volume du XRP en Corée du Sud, c'est juste hallucinant. C'est devant l'Ether, devant le Doge, devant le SXP, je connaissais même pas cette crypto, devant Ethereum classique, assez bien positionné aussi. Et Sandbox on connaît bien. Vraiment la Corée du Sud, généralement ils ont souvent dans les exchanges coréens, on voit des crypto-monnaies pas connues qui sont en train d'être tradées parmi le plus gros volume de trading sur ces exchanges. Donc c'est très original de voir ce qui se passe en Corée, et je pense qu'ils vont être très attentifs à la suite du procès de la SEC contre XRP qui pourrait changer pas mal de choses pour le XRP. Donc voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.